ajoute à la diffusion. On est bientôt prêt. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez passé une excellente journée. Alors, je vois que j'ai le retour sur mon portable, donc je suppose que le son vous parvient. Une dernière diapositive ou deux pour compléter ce dont nous aurons besoin. Donc, Marc Passio, je vous rappelle, est l'auteur de 5 conférences, entre autres choses, sur la loi naturelle, disponible avec traduction en français sur la chaîne YouTube Jeanne Traduction. Et donc, j'en arrive à ma dernière diapositive qui va me permettre de vous transmettre le sommaire qu'on va réviser ensemble. N'hésitez pas à vous manifester sur le chat, ça rend l'émission plus intéressante et plus dynamique. Alors, voici donc l'état actuel de notre lecture. Vous voyez que le 20 juillet, ça fait maintenant une semaine, on a démarré avec la première partie qui s'appelle effectivement la superstition la plus dangereuse. On a eu une vue d'ensemble, on a identifié l'ennemi. Ensuite, le lendemain, ou le jour même plutôt, mais en soirée, on a évoqué le gouvernement n'existe pas, les ramifications de la superstition, tenter de rationaliser l'irrationnel, le mythe du consentement et plus de mythologie. Et puis, le mardi 25 juillet, donc cette semaine, on a évoqué l'ingrédient secret, l'excuse de la nécessité. On a démarré la partie 2 avec l'épreuve de l'autorité qui se déclinait dans les paragraphes dont les thèmes sont les suivants: l'abandon du mythe, pourquoi le mythe est tentant, et la religion du gouvernement. Autrement dit, un gouvernement, c'est un peu comme une religion. Dans l'émission d'hier, on a évoqué l'autorité en tant que violence immorale, qui leur a donné le droit, modifier la moralité, l'inévitabilité du jugement. Et on en arrive donc à notre émission d'aujourd'hui, émission donc numéro 5, jeudi 27 juillet. Toujours dans cette troisième partie, les effets de la superstition, ou plutôt on entame cette troisième partie, autrement dit hier on a fini la seconde, et dans cette troisième partie on va donc évoquer les effets de la superstition avec un premier paragraphe qui s'intitule les effets du mythe, et ensuite on va décliner ces effets en partie 3A, 3B, 3C, 3D. Alors pour 3, il s'agit des effets du mythe sur les maîtres, avec comme évocation le droit divin de l'homme politique. En partie 3B, les effets du mythe sur les exécutants, et on va évoquer ce que ça veut dire de suivre les ordres. Alors vous êtes déjà une bonne dizaine, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat, ça fait plaisir de vous retrouver les amis, et bienvenue pour cette émission. Alors sans plus tarder, après un début un tout petit peu laborieux, il y a toujours des imprévus, eh bien, je vais vous faire une demande, c'est que si en cours de route, vous constatez que le son se dégrade, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça fait depuis le début de ces émissions qu'on cherche la cause. Ça dure 1 minute 30. Alors c'est vrai que sur 1 heure d'émission, c'est pas énorme, mais c'est jamais exactement au même moment. Hier, c'était au bout de 52 minutes. La veille, c'était au bout de 20 minutes. Et donc, évidemment, on va tâcher de limiter ou de débrancher, rebrancher le micro. Il faut qu'on trouve une solution un peu plus pérenne que ce qu'on avait su faire jusque-là. Cette parenthèse étant refermée, démarrons maintenant avec cette troisième partie, les effets de la superstition. Et premier paragraphe, les effets du mythe. À travers les âges, les êtres humains se sont laissés aller à toutes sortes de superstitions et de fausses hypothèses, dont la plupart sont relativement inoffensives. Par exemple, lorsque la plupart des gens croyaient que la Terre était plate, cette notion factuellement incorrecte n'avait que peu ou pas d'impact sur la façon dont les gens vivaient leur vie quotidienne ou dont ils se traitaient les uns les autres. Leur vie quotidienne ou la manière dont ils se traitaient les uns les autres. Désolé pour la répétition. De même, si les enfants croient en la fée des dents ou que les cigognes mettent au monde des bébés, ils ne deviendront pas des pourvoyeurs de mal en acceptant ces mythes. En revanche, au fil du temps, d'autres hypothèses et mythes erronés ont constitué de véritables dangers pour l'humanité.
Il peut s'agir d'un simple malentendu entre médecins qui les a conduits à essayer des remèdes qui représentaient une plus grande menace pour leurs patients que les maladies qu'ils essayaient de traiter. Plus grave encore, certaines cultures offraient des sacrifices humains dans l'espoir de gagner les faveurs de leurs dieux imaginaires. Mais rien d'autre n'approche le niveau de destruction mentale, émotionnelle et physique qui s'est produit dans le monde entier et tout au long de l'histoire à cause de la croyance en l'autorité. En modifiant radicalement la façon dont les gens perçoivent le monde, le mythe de l'autorité modifie également leurs pensées et leurs actions. En fait, la croyance en la légitimité d'une classe dirigeante, gouvernement, conduit presque tout le monde à approuver ou à commettre des actes malveillants sans même s'en rendre compte. Ayant été convaincus que l'autorité est réelle et qu'à travers elle, certains êtres humains ont acquis le droit moral d'initier la violence et de commettre des actes d'agression contre d'autres par le biais de soi-disant lois, chaque démocrate, chaque républicain, chaque électeur et tous ceux qui prônent le gouvernement sous quelque forme que ce soit sont des partisans de la violence et de l'injustice. Bien sûr, ils ne le voient pas ainsi parce que leur croyance en l'autorité a déformé et pervertit leur perception de la réalité. Alors peut-être quelques mots pour nous mettre en jambes, si je puis dire, en début de cette émission, en vous rappelant que je vous invite, comme à chaque fois, à appliquer le paragraphe 2 de cette lecture à haute voix, à savoir, après l'écoute de ces 2 premiers paragraphes, eh bien de noter, c'est ce que vous voyez dans l'étape 2, les mots, les idées, les expressions employées, et vous pouvez donc les poster sur le chat. Alors évidemment, un mot que je pense que les uns et les autres, nous avons entendu, c'est le mot mythe. Il ne s'agit pas de l'insecte, mais du mythe d'un gouvernement. Alors bonsoir Tatiana, ça fait plaisir de te lire et donc grand plaisir de vous écouter malgré la canicule sur la côte d'Azur. Là, ici en Bretagne, je dois dire qu'on est plutôt au frais en ce moment. Alors si on pouvait vous en envoyer, ça serait avec grand plaisir. En tout cas, l'intention y est. Parmi les mots entendus dans ces 2 premiers paragraphes, eh bien, il y a évidemment ce mot récurrent, puisque c'est précisément quasiment l'objet du livre, à savoir la superstition qui nous pousse à croire qu'un gouvernement est nécessaire pour nos vies. Alors donc, on a entendu ce mot de gouvernement, il en découle un autre qui est celui d'autorité, puisque par définition, un gouvernement dispose d'une autorité qui découle des lois qu'il s'agit de faire appliquer. Donc, je vous mets ce mot loi. Et puis, on a entendu, c'est pêle-mêle, mais c'est le but de cette restitution, parler de sacrifices humains à un autre moment. Alors, n'hésitez pas à m'aider et à m'accompagner dans cette restitution. Et puis, on a parlé aussi de niveau de destruction mentale, émotionnelle. Alors, je vais tâcher de mettre des espaces, voilà. Niveau de destruction mentale, émotionnelle et physique qu'entraîne la croyance en la nécessité d'un gouvernement. Alors, nul doute que ça va heurter vos croyances, car je vous rappelle que les croyances, ça s'organise comme cela. Et maintenant, à l'écran, les croyances ont des conséquences. Ce sont nos croyances qui déterminent nos capacités, donc ce qui est nommé sur cette fiche notre potentiel, et c'est notre potentiel qui détermine, qui engage, qui suggère nos comportements, nos actions, et c'est ces actions qui déterminent, qui en tout cas produisent des résultats qui viennent renforcer nos croyances. Alors, la version la plus fréquente, quand nous n'obtenons pas les résultats voulus, c'est de tenter de changer nos comportements, le pavé juste au-dessus, nommé action, au lieu de changer ce qui est au sommet de la pyramide, qui est en fait nos croyances que nous avons trop souvent tendance, moi comme vous je suppose, à considérer comme des vérités absolues, sans faire la différence entre une croyance et une vérité. Et comme nous sommes souvent identifiés à nos croyances, il nous apparaît souvent dur de les changer, c'est-à-dire que nous sommes comme ça figés sur des convictions. Alors, pour ceux qui ont une pratique du yoga et particulièrement du yoga nidra, ce yoga du sommeil éveillé, pour ma part, j'ai vécu un stage il y a au moins maintenant
30, 40 ans, ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais dans laquelle l'enseignant du jour nous avait demandé de répéter: «Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées». Alors si vous répétez ça pour vous-même pour faire l'expérience: «Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées», si vous le répétez plusieurs fois, pour la plupart des gens, il vient un moment où on a envie de se dire: «Bah, si je ne suis pas tout ça, qui suis-je? Qui suis-je?» Et donc, il est question dans tout ce livre, évoquant cette plus dangereuse des superstitions, précisément de découvrir qui nous sommes en abandonnant cette croyance, même si elle a été pratiquée pendant des centaines d'années, de la nécessité absolue d'un gouvernement. Par ailleurs, on va donc poursuivre maintenant avec le troisième paragraphe et puis n'hésitez pas à réagir au fur et à mesure que vous entendez ce qui est exprimé ici. Le problème, c'est que lorsque quelque chose modifie la perception de la réalité d'une personne, celle-ci s'en aperçoit rarement. Par exemple, le monde peut sembler très différent à quelqu'un qui porte des lentilles de contact colorées, même s'il ne voit pas les lentilles elles-mêmes. Il en va de même pour les lentilles mentales. Chacun pense que le monde est vraiment tel qu'il le voit, chacun peut montrer les autres du doigt et prétendre qu'ils sont déconnectés de la réalité, mais presque personne ne pense que sa propre perception est faussée, même si d'autres le lui disent. Il en résulte des milliards de personnes qui se pointent du doigt, se disent à quel point elles sont délirantes et mal orientées, sans qu'aucune d'entre elles ne veuille ou ne puisse examiner honnêtement les lentilles qui déforment leur propre perception. Alors, quelques mots de ce quatrième paragraphe. On a entendu parler de lentilles, on a entendu parler de perception. On a entendu parler, peut-être on se souvient parfois mieux du premier mot du paragraphe qui est le mot problème. Et puis les lentilles, on a vu que c'était, il s'agissait en fait de lentilles mentales. Et que ces lentilles, eh bien, va déformer leur propre perception. Il y a eu à un moment donné le mot doigt. Donc, vous voyez, dans cette restitution, il ne s'agit pas forcément d'avoir des phrases construites, c'est même pas le but. Il s'agit simplement de restituer quelques mots qui vous reviennent. Alors, si vous voulez jouer le jeu avec moi, évidemment, l'émission n'en sera que plus dynamique. Je poursuis. Tout ce à quoi une personne a été exposée, en particulier lorsqu'elle est jeune, a un impact sur la façon dont elle perçoit le monde. Ce que ses parents lui ont appris, ce qu'il a appris à l'école, la façon dont il a vu les gens se comporter, la culture dans laquelle il a grandi, la religion dans laquelle il a été élevé, tout cela crée un ensemble durable de lentilles mentales qui affectent la façon dont il voit le monde. D'innombrables exemples montrent que de simples différences de perspective ont eu des conséquences terribles. Un kamikaze qui tue intentionnellement des dizaines de civils étrangers s'imagine qu'il fait ce qu'il faut. S'imagine qu'il fait ce qu'il faut. Presque tout le monde, dans les deux camps de chaque guerre, s'imagine être dans le vrai. Personne ne s'imagine être le méchant. Les conflits militaires sont entièrement le résultat de différences de perspective résultant des lentilles mentales qui ont été formées chez les soldats des deux camps. Il devrait être évident que si des milliers de personnes fondamentalement bonnes voyaient tout le monde tel qu'il est, elles ne chercheraient pas désespérément à s'entretuer. Dans la plupart des cas, le problème ne réside pas dans la méchanceté ou la malveillance, mais simplement dans l'incapacité à voir les choses telles qu'elles sont. Alors dites-moi si ça vous parle, tout ça. On se souvient souvent des derniers mots qui viennent d'être prononcés. L'incapacité à voir les choses telles qu'elles sont. Alors, on est donc dans ce paragraphe qu'on est en train de restituer, qui commençait par un kamikaze. Il y avait évidemment l'exemple des conflits militaires. Et puis, les soldats des deux camps, je m'en tiendrai là pour cette restitution. Donc, je vous rappelle que le but de faire ça, c'est également d'aboutir à une lecture que je qualifie d'active et d'interactive.
Tatiana, si tu es toujours avec nous, merci de me dire si le son est correct, facile à suivre. Et je vais pour ma part poursuivre donc avec un exemple. Prenons l'exemple d'une personne qui a ingéré un hallucinogène puissant et qui, de ce fait, est convaincu que son meilleur ami est en réalité un monstre extraterrestre malveillant déguisé. Du point de vue de celui qui a des hallucinations, attaquer violemment son ami est parfaitement raisonnable et justifié. Le problème, dans le cas d'une personne dont la perception de la réalité a été à ce point déformée, n'est pas qu'elle soit immorale, stupide ou malveillante. Le problème est qu'il ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement et que, par conséquent, des décisions et des actions qui lui semblent parfaitement appropriées sont en réalité terriblement destructrices. Et lorsqu'une telle hallucination est partagée par de nombreuses personnes, les résultats sont bien pires. Alors, résumé de ce paragraphe, on a entendu le mot hallucination. Évidemment, il s'agissait de prendre l'exemple d'une personne dont l'ami aurait pris des hallucinogènes, donc il y a eu le mot ami, et même le meilleur ami. Hallucination, on l'a déjà noté, et puis est revenue l'idée de la perception de la réalité. Lorsque tout le monde a la même perception erronée de la réalité, lorsque tout le monde croit quelque chose de faux, même quelque chose de manifestement absurde, cela ne leur semble pas faux ou absurde. Lorsqu'une idée fausse ou illogique est constamment répétée et renforcée par presque tout le monde, il vient rarement à l'esprit de quiconque de commencer à la remettre en question. En fait, la plupart des gens deviennent littéralement incapables de la remettre en question, parce qu'avec le temps, elle se solidifie dans leur esprit comme une évidence, une hypothèse qui n'a pas besoin de fondement rationnel et qui n'a pas besoin d'être analysée ou reconsidérée, parce que tout le monde sait qu'elle est vraie. Hein, ça rappelle la phrase, mais mon pauvre monsieur ou ma pauvre dame, ça a toujours été comme ça. En réalité, chaque personne suppose simplement qu'elle est vraie parce qu'elle ne peut pas imaginer que tous les autres, y compris toutes les personnes respectables, connues et instruites qui passent à la radio et à la télévision, puissent croire à quelque chose de faux. Comment un individu moyen peut-il douter d'une chose que tous les autres semblent parfaitement à l'aise pour accepter comme une vérité indiscutable? Une croyance aussi profondément ancrée est invisible pour ceux qui y croient. Lorsqu'un esprit a toujours pensé à quelque chose d'une certaine manière, il imagine des preuves et hallucine des expériences qui soutiennent cette idée. Il y a 1000 ans, les gens auraient proclamé avec assurance qu'il était prouvé que la Terre était plate, et ils l'auraient dit avec autant de certitude et d'honnêteté que nous proclamons aujourd'hui qu'elle est ronde. Pour eux, l'idée que le monde soit une gigantesque chose sphérique, flottant dans l'espace et attachée à rien, était manifestement ridicule. Rien. Et leur hypothèse, alors il y a parfois des mots là, parasites dans mon texte, donc je répète la dernière phrase, pour eux l'idée que le monde soit une gigantesque chose sphérique flottant dans l'espace et attachée à rien était manifestement ridicule. Et leur hypothèse, totalement fausse, d'un monde plat leur aurait semblé être un fait scientifique et évident. Il en va de même pour la croyance en l'autorité et le gouvernement. Pour la plupart des gens, le gouvernement apparaît comme une réalité violente, évidente, aussi rationnelle et évidente que la gravité. Peu de gens ont jamais examiné objectivement le concept parce qu'ils n'ont jamais eu de raison de le faire. Tout le monde sait que le gouvernement est réel, nécessaire, légitime et inévitable. Tout le monde part du principe que c'est le cas et parle comme si c'était le cas. Alors, pourquoi le remettre en question? Non seulement les gens ont rarement l'occasion d'examiner le concept de gouvernement, mais ils ont une incitation psychologique très forte à ne pas l'examiner. Il est extrêmement inconfortable et dérangeant, voire existentiellement terrifiant pour quelqu'un de remettre en question l'un des fondements sur lesquels toute sa vision de la réalité et tout son code moral ont été basés pendant toute sa vie. Une personne dont la perception et le jugement ont été déformés par la superstition de l'autorité, ce qui est le cas de presque tout le monde, ne trouvera pas facile ou agréable d'envisager la possibilité que tout son système de croyances repose sur un mensonge et qu'une grande partie de ce qu'elle a fait tout au long de sa vie, en raison de sa croyance en ce mensonge, a été préjudiciable à elle-même, à ses amis
et à sa famille, ainsi qu'à l'humanité en général. En bref, la croyance en l'autorité et au gouvernement déforme la perception de presque toute personne, fausse son jugement et l'amène à dire et à faire des choses qui sont souvent irrationnelles ou inutiles, ou contre-productives, ou hypocrites, ou même horriblement destructrices et odieusement maléfiques. Bien entendu, les adeptes du mythe ne voient pas les choses de cette manière, car ils ne considèrent pas du tout qu'il s'agit d'une croyance. Ils sont fermement convaincus que l'autorité est réelle et, sur la base de cette fausse hypothèse, concluent que les perceptions, pensées, opinions et actions qui en résultent sont parfaitement raisonnables, justifiables et appropriées, tout comme les Aztèques croyaient sans doute que leurs sacrifices humains étaient raisonnables, justifiables et appropriés. Une superstition capable de faire en sorte que des personnes par ailleurs décentes considèrent le bien comme un mal et le mal comme un bien, ce qui est exactement ce que fait la croyance en l'autorité, est ce qui constitue la véritable menace pour l'humanité. La superstition de l'autorité affecte les perceptions et les actions de différentes personnes de différentes manières, qu'il s'agisse des législateurs, qui s'imaginent avoir le droit de gouverner, des responsables de l'application de la loi, qui s'imaginent avoir le droit et l'obligation d'appliquer les ordres des législateurs, des sujets qui s'imaginent avoir le devoir moral d'obéir, ou des simples spectateurs qui observent la situation en toute neutralité. L'effet de la croyance en l'autorité sur ces différents groupes pris ensemble conduit à un degré d'oppression, d'injustice, de vol et de meurtre qui ne pourrait tout simplement pas exister et n'existerait pas autrement. Alors dites-moi si vous êtes toujours ici et vous voyez que, alors je me trompe de diapositive, là aussi, on va y arriver. Vous voyez que là, on vient en quelque sorte de présenter l'introduction de cette troisième partie qui s'appelle les effets de la superstition, en abordant en premier temps les effets du mythe. Maintenant, on va décliner ces effets du mythe à différentes cibles, si je puis dire. Donc, on va voir les effets du mythe dans la partie 3A que l'on aborde maintenant sur les maîtres, avec un seul paragraphe dans cette partie 3A. Et un titre de paragraphe qui est le droit divin de l'homme politique. Je pense que vous allez bien comprendre ce dont il s'agit. Dans ce pays, au sommet de la bande appelée gouvernement, alors là on parle des États-Unis en l'occurrence, puisque l'auteur que vous voyez ici sur le livre, Larken Rose, est évidemment résident aux États-Unis. Alors, dans ce pays, à savoir les États-Unis, au sommet de la bande appelée gouvernement se trouvent les membres du Congrès, les présidents et les juges. Dans d'autres pays, je vous laisse transposer ça à la France, les dirigeants sont connus sous d'autres noms tels que rois, empereurs ou membres du Parlement. Bien qu'ils soient au sommet de l'organisation autoritaire, ils ne sont pas perçus comme l'autorité elle-même, comme les rois l'étaient autrefois. On imagine toujours qu'ils agissent au nom de quelque chose d'autre qu'eux-mêmes, une entité abstraite appelée gouvernement. En raison de la croyance en l'autorité, ils sont supposés avoir le droit de faire des choses donnent en suivant les rituels politiques acceptés sont jugés à l'aune d'une norme très différente de celle qui s'applique à leurs actions en tant que particuliers. Si un membre du Congrès pénètre
Alors désolé pour ces interruptions, je ne sais pas ce qui se passe ce soir, la connexion est mauvaise, donc je reviens avec vous. Malheureusement, à chaque fois, que je suis éjecté par l'interruption, eh bien, je perds toutes mes diapositives. Donc je vais au moins rechercher la dernière qui vous donne, une idée de l'endroit où nous en sommes de la lecture du livre qui donc vous affiche le sommaire. Voilà, les aléas techniques dont on se passerait. Alors, l'importation de la diapositive est en cours et j'espère que, ma voix vous parvient à nouveau correctement. Alors j'ajoute ma diapositive et donc on est dans la partie, 3A, il faut donc que je la fasse avancer, dans la partie, de cette émission du jour. On vient d'évoquer les, effets du mythe et dans cette partie 3A, on évoque donc les effets du mythe sur les maîtres, avec un unique paragraphe, le droit divin de l'homme politique. Alors je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Je vais donc, reprendre ce paragraphe. Si un membre du Congrès pénètre par effraction dans la maison de son voisin et prend 1 000 $, il est considéré comme un criminel. En revanche, si avec ses collègues politiciens, il impose une taxe exigeant ces mêmes 1 000 $ du même voisin, il est considéré comme légitime. Ce qui aurait été un vol à main armée serait alors considéré par presque tout le monde comme une taxation légitime. Non seulement le membre du Congrès ne serait pas considéré comme un escroc, mais tous les fraudeurs fiscaux qui auraient résisté à ces demandes d'extorsion seraient considérés comme des criminels. Mais la croyance en l'autorité ne change pas seulement la façon dont les législateurs sont perçus par les masses, elle change aussi la façon dont les législateurs se perçoivent eux-mêmes. Il devrait être évident que si une personne devient convaincue qu'elle a le droit moral de régner sur les autres, cette croyance aura un effet significatif sur son comportement. S'il croit qu'il a le droit d'exiger une partie des revenus de chacun sous peine de sanction, à condition qu'il le fasse selon les procédures légales acceptées, il le fera presque à coup sûr. S'il est convaincu qu'il a le droit de contrôler de manière coercitive les décisions de ses voisins, qu'il est moral et légitime pour lui de le faire, il le fera presque certainement. Et du moins au début, il peut même le faire avec les meilleures intentions du monde. Un simple exercice mental permet de comprendre comment et pourquoi les hommes politiques agissent comme ils le font. Pensez à ce que vous feriez si vous étiez roi du monde, si vous étiez aux commandes. Comment améliorerez-vous les choses? Réfléchissez bien à la question avant de lire la suite. Lorsque l'on demande ce qu'ils feraient s'ils étaient responsables, presque personne ne répond « je laisserai les gens tranquilles ». Au contraire, la plupart des gens commencent à imaginer les façons dont ils pourraient utiliser la capacité de contrôler les gens comme un outil pour leur bien, pour l'amélioration de l'humanité. Si l'on part du principe qu'un tel contrôle peut être légitime et juste, les possibilités sont presque infinies. On pourrait créer un pays plus sain en forçant les gens à manger des aliments plus nutritifs et à faire de l'exercice régulièrement. On pourrait aider les pauvres en obligeant les riches à leur donner de l'argent. On pourrait rendre les gens plus sûrs en les obligeant à payer pour un système de défense solide. On pourrait rendre les choses plus équitables et la société plus compatissante en forçant les gens à se comporter comme ils le devraient. Merci Ervin ou Ervine de nous avoir rejoints avec ton commentaire judicieux, hein, c'est bien une servitude volontaire, c'est exactement ça. Voilà, alors je suppose que le son est toujours OK, n'hésitez pas à vous manifester, de toute façon à ne pas me laisser parler avec un son inaudible. Cependant, si l'on peut imaginer de nombreux avantages pour la société, si seulement le pouvoir du gouvernement était utilisé pour le bien, le potentiel de tyrannie et d'oppression, en fait l'inévitabilité de la tyrannie et de l'oppression, est tout aussi facile à imaginer. Une fois que quelqu'un croit avoir le droit de contrôler les autres, il est peu probable qu'il choisisse de ne pas utiliser ce pouvoir. Et quelles que soient les nobles intentions qu'il ait pu avoir au début, il finira par utiliser la violence et la menace de violence pour imposer sa volonté aux autres. Même des causes apparemment bienveillantes, comme donner aux pauvres, exigent d'abord du gouvernement qu'il prenne de force la richesse d'autrui.
Une fois que quelqu'un, aussi vertueux et bien intentionné soit-il, a accepté l'idée que l'agression légale est légitime, et une fois qu'il s'est vu confier les rênes du pouvoir, et avec elle le droit supposé de gouverner, les chances que cette personne choisisse de ne pas contrôler ses voisins par la force sont quasiment nulles. Le degré de coercition et de violence qu'il inflige aux autres peut varier, mais il deviendra un tyran à un degré ou à un autre, parce qu'une fois que quelqu'un croit vraiment qu'il a le droit de gouverner, même si ce n'est que de manière limitée, il ne considérera pas les autres ou ne traitera pas les autres comme des égaux. Il les considérera et les traitera comme des sujets. Et ce, si la personne a commencé avec de bonnes intentions. Beaucoup de ceux qui cherchent à obtenir une haute fonction le font d'emblée pour des raisons purement égoïstes, parce qu'ils désirent la richesse et le pouvoir pour eux-mêmes et qu'ils aiment dominer les autres. Bien entendu, l'acquisition d'une position d'autorité est, pour ces personnes, un moyen d'obtenir une énorme quantité de pouvoir qu'elles n'auraient pas autrement. Les exemples dans le monde entier et au cours de l'histoire de mégalomanes utilisant la façade de l'autorité pour commettre des atrocités odieuses sont si courantes et si connues qu'il n'est pas nécessaire de les mentionner. Le fait de placer des personnes malveillantes à des postes d'autorité, Staline, Lénine, Mao, Hitler, Mussolini, Pol Pot, etc., a entraîné le vol, l'agression, le harcèlement, la terrorisation, la torture et le meurtre pur et simple d'un nombre presque incompréhensible d'êtres humains. C'est tellement évident qu'il est presque idiot de le dire, donner le pouvoir à des gens mauvais représente un danger pour l'humanité. Mais donner du pouvoir à des gens bien, des gens qui, au moins au départ, ont l'intention d'utiliser leur pouvoir pour le bien, peut être tout aussi dangereux, car pour qu'une personne croie qu'elle a le droit de gouverner, il faut nécessairement qu'elle croie qu'elle est exempte de la moralité humaine de base. Lorsque quelqu'un s'imagine être un législateur légitime, il essayera d'utiliser la force de la loi pour contrôler ses voisins et ne ressentira aucune culpabilité en le faisant. Ironiquement, bien que les législateurs soient au sommet de la hiérarchie autoritaire, même eux n'acceptent pas la responsabilité personnelle de ce que fait le gouvernement. Même eux parlent comme si la loi était autre chose que les ordres qu'ils donnent. Par exemple, il est très improbable qu'un homme politique se sente justifié d'engager des voyous armés pour envahir la maison de son voisin, l'emmener et le mettre en cage pour le soi-disant péché de fumer de la marijuana. Pourtant, c'est exactement ce que de nombreux hommes politiques ont préconisé dans le cadre de la législation anti-drogue. Ils semblent n'éprouver aucune honte ou culpabilité quant au fait que leur législation a eu pour conséquence que des millions de personnes non violentes ont été arrachées de force à leurs amis et à leurs familles et ont dû vivre dans des cages pendant des années, parfois pour le reste de leur vie. Lorsqu'ils parlent de ces actes de violence dont ils sont directement responsables, et les lois sur les stupéfiants n'en sont qu'un exemple, les législateurs utilisent des termes tels que la loi du pays, comme s'ils étaient eux-mêmes de simples spectateurs et que le pays ou la nation ou le peuple étaient ceux qui ont fait que cette violence se produise. Alors merci pour tes commentaires, Erwin ou Erwin, qui nous disait précédemment c'est bien une servitude volontaire, et puis ensuite merci de commenter. Et oui, donner du pouvoir à un idiot, vous en ferez un tyran. Et puis, dans le dernier commentaire, c'est le principe de Peter. Alors écoute, si tu peux nous trouver quelques lignes de Wikipédia ou d'ailleurs, pour nous résumer ça dans le chat, ça sera lu dans un prochain moment, c'est promis. Je poursuis donc avec ce texte qui appartient toujours à la partie le droit divin de l'homme politique. Vous avez à l'écran le sommaire. En effet, le niveau de détachement psychologique des politiciens par rapport à ce qu'ils ont personnellement et directement causé par leurs lois frise la folie. Ça mérite d'être lu. En effet, le niveau de détachement psychologique, je vous laisse penser à qui vous voulez dans le pays France, le niveau de détachement psychologique des politiciens par rapport à ce qu'ils ont personnellement et directement causé par leurs lois frise la folie. Ils commandent des armées de collecteurs d'impôts pour confisquer de force la richesse gagnée par des centaines de millions de personnes. Ils promulguent une loi intrusive
après l'autre, utilisant des menaces de violence, hein, je vous renvoie à tous les passes déjà élaborés ou en cours d'élaboration, utilisant des menaces de violence pour contrôler tous les aspects de la vie de millions de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées et dont ils ne savent rien. Et après avoir été directement responsable du déclenchement de la violence sur une base régulière contre presque toutes les personnes vivant à des centaines ou des milliers de kilomètres d'eux, ils sont véritablement choqués et offensés si l'une de leurs victimes menace d'utiliser la violence contre eux. On voit ce que ça a pu donner une simple gifle au président de la République. Il considère qu'il est méprisable pour un simple paysan de menacer de faire ce que les politiciens font à des millions de personnes chaque jour. En même temps, il ne semble même pas remarquer les millions de personnes qui sont emprisonnées, dont les biens sont volés, dont la vie financière est ruinée, dont la liberté et la dignité sont attaquées, qui sont harcelées, attaquées et parfois assassinées par des voyous du gouvernement en conséquence directe des lois même que ces politiciens ont créées. Je vous renvoie quand même, parce que c'est hallucinant, à toutes les faillites qu'ont occasionné les mesures sanitaires de ces dernières années. Hein, pour ceux qui habitent Brest et qui connaissent cette rue de la Porte, je vous laisse regarder le nombre de commerces fermés. Alors, ils ne sont pas forcément effectivement dans la rue de la Porte, mais ça peut être dans différentes régions de la ville. Enfin, c'est absolument hallucinant que si peu d'entre nous se soient rendus compte du degré de restriction de nos libertés au motif d'une mesure qualifiée de sanitaire qui n'était rien d'autre, il faut le rappeler encore et encore, que politique. Et je vous renvoie aux précieuses émissions de Jean-Dominique Michel, qui fait un travail absolument remarquable et qui, pour cette semaine, prépare un livre qui, à n'en pas douter, sera tout aussi remarquable pour nous faire un comparatif entre les mesures sanitaires qui ont été imposées et ce que dit réellement la science. Je vous renvoie également à Idriss Aberkane pour comprendre qu'est-ce que veut dire, et si ça a un sens seulement, un consensus scientifique. Parce qu'évidemment, chacun de nos gouvernants, on a pu suffisamment l'entendre et le voir répéter, s'abrite derrière un soi-disant consensus scientifique, alors qu'ils n'ont fait que trier quelques partisans de leur violence sanitaire, on ne peut pas les appeler autrement. Alors, du coup, j'en ai perdu un petit peu l'endroit où j'en étais, mais on va bientôt relire tout ça. Merci en tout cas pour vos commentaires. Merci Avoral d'être là et de tes remarques. Ça nous aide à bien réfléchir ensemble dans une hiérarchie. Tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Une remarque que je trouve humoristique pour ma part, mais tout en étant évidemment avec sa part de vrai. Et puis, ce sont des experts psychiatriques qui conseillent les politiciens psychopathes. Voilà. Merci en tout cas pour vos commentaires. Alors, je reprends ce paragraphe en cours et puis n'hésitez pas à dire comment ça résonne en vous. Et puis, j'en étais à il promulgue une loi intrusive après l'autre, hein, c'est vraiment important de le remarquer, utilisant des menaces de violence pour contrôler tous les aspects de la vie de millions de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées et dont ils ne savent rien. Et après avoir été directement responsable du déclenchement de la violence sur une base régulière contre presque toutes les personnes vivant à des centaines ou à des milliers de kilomètres d'eux, ils sont véritablement choqués et offensés si l'une de leurs victimes menace d'utiliser la violence contre eux. C'est quand même un comble. Ils considèrent qu'il est méprisable pour un simple paysan de menacer de faire ce que les politiciens font à des millions de personnes chaque jour. En même temps, il ne semble même pas remarquer les millions de personnes qui sont emprisonnées, dont les biens sont volés, dont la vie financière est ruinée, c'est là-dessus que j'ai réagi, dont la liberté et la dignité sont attaquées, qui sont harcelées, attaquées et parfois assassinées par des voyous du gouvernement en conséquence directe des lois même que ces politiciens ont créées. J'espère que vous arrivez, grâce à cet auteur, à percevoir l'absurdité de ce que nous vivons. Alors, l'auteur, il faut que je remette en place la diapositive qui a sauté lors de la déconnexion précédente. Un auteur très précieux. Alors, pour ceux qui ne sont pas ennuyés avec le fait que ce soit en anglais, j'ai écouté sa vidéo d'aujourd'hui. Alors, il est toujours possible pour ceux qui veulent aller écouter
comment il s'appelle? Larken Rosen. Alors le nom va bientôt être à l'écran, ça sera plus simple pour moi. Vous voyez, Larken Rose, il est toujours possible d'aller écouter sa chaîne YouTube et puis d'activer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'un problème est survenu. J'espère que ça va se reconnecter. C'est embêtant aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, hein. Il y a vraiment beaucoup d'ennuis techniques. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, les amis? Faites-moi un petit signal sur le chat. Mon moniteur, en tout cas, m'a indiqué une erreur 503. Donc, je étais en train de vous dire que pour ceux qui veulent découvrir davantage Larken Rose, il a une chaîne YouTube, qu'il a produit une émission récente et qu'en activant le sous-titrage et la traduction automatique en français, eh bien, vous pourrez donc connaître un peu mieux cet auteur. Et puis, je vous signalais également, je vais voir si je peux arriver à localiser le lien qui va bien, l'intérêt qu'il pourrait y avoir d'aller écouter les conférences de Marc Passio, dont le site est d'un intérêt remarquable, vraiment. On y trouve un ensemble de ressources peu communes, dont la possibilité de lui envoyer un disque dur de 2 Téra. Accrochez-vous les amis, un disque dur, je ne sais pas si vous représentez la quantité d'informations qu'on peut y délivrer sur un disque dur de 2 Téra. Eh bien, en suivant la procédure indiquée sur son site, avec un disque dur donc de 2 Téra, il peut vous le charger avec toutes les recherches qu'il a faites pendant plus de 10 ans. Et je vous rappelle que sur Internet, malheureusement, il arrive que certaines informations disparaissent. Alors, je vous mets le lien du site de Marc Passio et parcourez-le pour vous rendre compte de l'intérêt qu'il y a. Alors, du coup, on perd un peu le fil avec ces interruptions, mais on va reprendre là où on en était. Lorsque des jeunes hommes et des jeunes femmes meurent par milliers dans le dernier jeu de guerre mené par les politiciens, je vous renvoie à tous ces malheureux tant ukrainiens que russes ou participant à cette guerre otano-ukrainienne, donc, lorsque des jeunes hommes et des jeunes femmes meurent par milliers dans le dernier jeu de guerre mené par les politiciens, ces derniers parlent de sacrifice pour la liberté alors qu'il n'en est rien. Les politiciens utilisent même des scènes de soldats dans des cercueils, une conséquence directement attribuable à ce que ces politiciens ont fait, comme photo ops pour montrer au public à quel point ils sont concernés et compatissants. Ceux-là même qui ont envoyé ces jeunes gens tuer ou mourir parlent ensuite de ce qui s'est passé comme s'ils étaient eux-mêmes de simples observateurs en disant des choses telles que « ils sont morts pour leur pays » et « il y a des victimes dans chaque guerre », comme si la guerre s'était produite d'elle-même. Et bien sûr, les milliers et les milliers de personnes de l'autre côté, les sujets d'une autre autorité, les citoyens d'un autre pays qui sont tués dans les guerres menées par les politiciens, sont à peine mentionnés. Il s'agit d'une statistique occasionnelle rapportée dans les journaux télévisés du soir. Et jamais les politiciens n'acceptent la moindre parcelle de responsabilité pour la douleur et la souffrance mentale et physique généralisée à grande échelle et prolongée que leur propagande guerrière a infligée à des milliers ou à des millions d'êtres humains. Une fois de plus, la profondeur de leur déni et leur évasion totale de la responsabilité personnelle peuvent être constatées dans le fait que, si l'une des victimes des jeux de guerre des politiciens décide d'attaquer la source, en ciblant directement ceux qui ont donné l'ordre d'attaquer, tous les politiciens, même ceux qui prétendent être contre la guerre, et toutes les têtes parlantes à la télévision expriment leur choc et leur indignation que quelqu'un puisse faire quelque chose d'aussi méprisable. En effet, aux yeux des législateurs, en raison du pouvoir étonnant du mythe de l'autorité de déformer complètement leur perception de la réalité, lorsqu'ils font des choses qui entraînent la mort de milliers d'innocents, c'est le coup malheureux de la guerre, mais lorsque l'une de leurs victimes tente de riposter à la source, c'est du terrorisme. Bonsoir Benjamin, content de te voir parmi nous. Donc on a Benjamin à cette heure-ci parmi nous. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Hervé ou Ervine, Averel, je ne sais pas bien comment prononcer certains prénoms. Et puis, il y avait au début de l'émission Tatiana, je ne sais pas si elle est toujours parmi nous, n'hésite pas à te manifester.
Il est déjà assez grave que ceux qui ne font qu'obéir aux ordres nient toute responsabilité personnelle pour leurs actions, ce qui est abordé ci-dessous, mais que ceux qui donnent les ordres et les inventent nient toute responsabilité pour ce que leurs ordres ont directement provoqué, c'est de la pure folie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? C'est pourtant ce qu'ont fait toujours les législateurs à tous les niveaux, qu'il s'agisse du gouvernement fédéral, je vous rappelle qu'on parle des États-Unis, du fait de la provenance de l'auteur, Larkenrose. Donc, c'est pourtant ce que font toujours les législateurs à tous les niveaux. Qu'il s'agisse du gouvernement fédéral, d'une commune ou d'un conseil municipal, chaque fois qu'un législateur impose une taxe sur quelque chose ou impose une nouvelle restriction légale, les politiciens utilisent la menace de la violence pour contrôler les gens. Mais en raison de leur foi inébranlable dans le mythe de l'autorité, ils ne voient pas que c'est ce qu'ils font et ils n'assument jamais la responsabilité personnelle d'avoir menacé et extorqué leurs voisins. Voilà pour cette introduction. Je vous remets sous les yeux le sommaire. J'espère que ça marche mieux à présent et que le micro fait ce pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire une voix bien audible et claire. Donc, comme vous le voyez à l'écran, maintenant, après avoir abordé le droit divin de l'homme politique, qui fait l'objet de la partie 3, à savoir les effets du mythe sur les maîtres, on va voir les effets tout naturellement du mythe sur les exécutants. Et qu'est-ce que ça induit de suivre les ordres? Il s'agit donc de la partie 3b que vous pouvez voir dans la partie basse de l'écran. Suivre les ordres. Les législateurs donnent les ordres, mais ce sont leurs fidèles exécutants qui les mettent en œuvre. Des millions et des millions de personnes, par ailleurs décentes et civilisées, passent jour après jour à harceler, menacer, extorquer, contrôler, brimer et opprimer d'une autre manière d'autres personnes qui n'ont fait de mal à personne et n'ont pas menacé qui que ce soit. Mais parce que les actions de ces responsables de l'application de la loi sont jugées légales et parce qu'ils pensent agir au nom de l'autorité, ils s'imaginent qu'ils n'ont aucune responsabilité dans leurs actes. Ce chapitre est très important et très très bien explicité par Marc Passio dans sa série de conférences sur la loi naturelle qu'on trouve sur la chaîne YouTube Jeanne Traduction. Je vous envoie là directement à la conférence, à la vidéo, en tout cas, elles sont numérotées de 1 à 5, ces conférences sur la loi naturelle, à la donc vidéo numéro 5. À propos de ce que fait de ceux qui sont responsables de l'application des lois s'imaginent qu'ils n'ont aucune responsabilité dans leurs actes. Et Marc Passio développe amplement, avec des arguments tout à fait entendables et audibles, que, effectivement, selon lui, qu'on le veuille ou pas, l'exécutant a encore plus de responsabilités que celui qui lui a donné l'ordre d'exécuter, même si pour autant ça n'exonère pas celui qui a donné l'ordre d'exécuter. Donc pire encore, on parle toujours des exécutants, ils agissent comme si leur esprit et leur corps avaient été pris en charge par une entité invisible appelée la loi du gouvernement, la loi ou le gouvernement. Ils disent des choses comme je ne fais pas les lois, je ne fais que les appliquer, ce n'est pas à moi de décider. » Ils parlent et agissent comme s'il leur était impossible de faire autre chose que d'exécuter impuissamment la volonté d'une puissance appelée autorité, et qu'ils n'étaient donc pas plus personnellement responsables de leurs actes qu'une marionnette n'est responsable de ce que le marionnettiste lui fait faire. Alors, Erwin nous confirme que c'est un chapitre très, très important, effectivement. Lorsqu'ils agissent en leur qualité officielle, dis-moi s'il faut dire Erwin ou Ervin, je suis un peu perdu avec ce prénom. Lorsqu'ils agissent en leur qualité officielle, alors qu'ils semblent impuissants et possédés par l'esprit de l'autorité, les responsables de l'application des lois se comportent comme ils ne le feraient jamais autrement et font des choses qu'ils reconnaîtraient eux-mêmes comme non civilisées, violentes et mauvaises s'ils les faisaient de leur propre chef, sans qu'une autorité ne leur dise de le faire. Des exemples de ce type se produisent dans le monde entier à chaque heure de la journée sous des formes très diverses. Un soldat peut tirer sur un parfait inconnu dont le seul tort est de se promener dans une zone militairement occupée après un couvre-feu déclaré.
Un groupe d'hommes lourdement armés peut défoncer la porte de quelqu'un et l'emmener ou abattre un homme devant sa femme et ses enfants parce qu'il cultive une plante que les politiciens ont proclamée interdite, c'est-à-dire illégale. Un bureaucrate peut déposer des documents donnant l'ordre à une institution financière de retirer des milliers de dollars du compte bancaire d'une personne au nom de la collecte d'impôts. Un autre bureaucrate peut envoyer des voyous armés après avoir découvert que quelqu'un a eu le culot de construire une terrasse sur sa propre propriété avec l'accord de ses voisins, mais sans l'approbation du gouvernement, sous la forme d'un permis de construire. Un agent de la circulation peut arrêter et extorquer quelqu'un par le biais d'une contravention parce qu'il n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité. Un agent de la TSA peut fouiller dans les affaires personnelles d'une personne sans la moindre raison de soupçonner que cette personne a fait ou va faire quelque chose de mal. Un juge peut ordonner à des voyous armés de mettre quelqu'un en cage pendant des semaines, des mois ou des années pour n'importe quel motif allant de l'outrage au juge à la conduite sans l'autorisation écrite des politiciens sous la forme d'un permis de conduire, en passant par l'exercice de tout type de commerce illégal, mutuellement volontaire mais non sanctionné par les politiciens. Je vous renvoie aux 10 mois de détention d'Alice de la chaîne Pourquoi pas au motif Erwin, merci. Donc c'est bien comme ça qu'il faut le dire. Merci pour ta réponse. Donc je vous renvoie à la chaîne d'Alice et à son dernier post sur son compte Telegram où elle explique qu'elle a été 10 mois en prison parce qu'elle a refusé de fournir un permis de conduire pour la simple raison qu'elle l'a renvoyé au gouvernement français, considérant que ça ne devrait pas rentrer dans les attributions d'un gouvernement de délivrer le droit de conduire ou de ne pas conduire, et même que ce gouvernement était tout simplement lui-même illégitime et qu'elle estimait ne pas avoir à lui rendre des comptes. 10 mois de détention pour Alice de la chaîne Pourquoi pas. On trouve des articles de presse et on voit bien comment la presse se met du côté, évidemment, vous vous en doutez, du gouvernement. Ces exemples et les millions d'autres que l'on pourrait citer sont des actes d'agression commis par des personnes qui ne les auraient pas commis si elles n'avaient pas reçu l'ordre de le faire de la part d'une autorité perçue comme telle. En bref, la plupart des cas de vol, d'agression et de meurtre se produisent uniquement parce qu'une autorité a ordonné à quelqu'un de voler, d'attaquer ou de tuer. La plupart du temps, les personnes qui exécutent ces ordres n'auraient pas commis ces crimes de leur propre chef. Sur les 100 000 personnes qui travaillent pour l'International Revenue Service, combien se sont livrés à des actes de harcèlement, d'extorsion et de vol avant de devenir des agents de l'IRS? Peu, voire pas du tout. Combien de soldats ont harcelé, menacé ou tué des personnes qu'ils ne connaissaient pas avant de s'engager dans l'armée? Peu, voire aucun. Combien d'officiers de police ont régulièrement arrêté, interrogé et kidnappé des personnes non violentes avant de devenir responsables de l'application de la loi? Très peu. Combien de juges ont fait jeter des gens dans des cages pour un comportement non violent avant d'être nommés à un tribunal? Probablement aucun. Lorsque de tels actes d'agression deviennent légaux et sont commis au nom de l'application de la loi, ceux qui les commettent les considèrent comme intrinsèquement légitimes et valables, même s'ils reconnaissent que, s'ils avaient commis ces mêmes actes de leur propre chef, au lieu de le faire au nom d'une autorité imaginaire, ces actes auraient constitué des crimes et auraient été immoraux. Bien qu'il y ait manifestement des rouages plus ou moins importants dans la machine gouvernementale, des gratte-papiers de bas niveau aux mercenaires armés, ils ont tous deux choses en commun. Premièrement, ils infligent aux autres des désagréments qu'ils n'auraient pas subis seuls. Et deuxièmement, ils n'acceptent aucune responsabilité personnelle pour leurs actions lorsqu'ils sont en mode application de la loi. Rien n'est plus évident que le fait que, lorsque le bien fondé ou la moralité de leurs actions est remis en question, leur réponse est presque toujours une variante de « je ne fais que mon travail ». Je ne fais que mon travail.
on a vu toutes ces personnes gilets jaunes agressées dans des rues. Je vous renvoie à différents comptes Facebook où je suis en train de chercher, mais ça ne veut pas me revenir, certaines personnes plus ou moins visibles de ce mouvement poursuivis. Alors, je ne parle pas de se considérer à tort comme des leaders, mais d'autres gens, en particulier d'une jeune femme de Nantes, dont le nom ne veut pas me revenir. En tout cas, qui était poursuivie régulièrement par la BAC dans les rues. Alors, Benjamin nous dit la loi n'est qu'un outil. Alors, je me trompe de message, pardon. La loi n'est qu'un outil, mise entre de mauvaises mains, elle sera tyrannique. Aujourd'hui, elle n'est qu'un instrument au service du pouvoir corrompu. Merci pour le partage de ta réflexion. Et puis, dernier message, raquette et oppression sur la base de crimes imaginaires. Merci Avorel pour ton message. Donc, on était en train de voir que tous ces rouages plus ou moins importants dans la machine gouvernementale ont tous deux choses en commun. Ils infligent aux autres des désagréments qu'ils n'auraient pas subis seuls. Ils n'acceptent aucune responsabilité personnelle pour leurs actions lorsqu'ils sont en mode application de la loi. Rien n'est plus évident que le fait que, lorsque le bien fondé ou la moralité de leurs actions est remis en question, leur réponse est presque toujours une variante de « je ne fais que mon travail ». Je pense qu'on a tous entendu ça plus ou moins une fois ou l'autre. L'implication évidente de toutes ces déclarations est la suivante: je ne suis pas responsable de mes actes parce que l'autorité m'a dit de le faire. Cela n'a de sens que si la personne est littéralement incapable de refuser de faire quelque chose qu'une autorité perçue lui demande de faire. Autrement dit, il faudrait qu'elle ait à chaque fois, en quelque sorte, un pistolet sur la tempe pour que ça ait du sens. Malheureusement, l'horrible vérité est que la plupart des gens, du fait de leur endoctrinement autoritaire, semblent être psychologiquement incapables de désobéir aux ordres d'une autorité imaginaire. La plupart des gens, s'ils ont le choix entre faire ce qu'ils savent être juste et faire ce qu'ils savent être mal lorsqu'ils en reçoivent l'ordre d'une autorité perçue, feront ce dernier choix. Rien ne le démontre mieux que les résultats des expériences psychologiques menées par le docteur Stanley Milgram dans les années 1960. Eh bien, c'est sur ces phrases lourdes de sens que va s'achever cette émission. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. C'est la raison pour laquelle je vous encourage, comme je le fais moi-même, je me réécoute émission après émission pour bien assimiler ces arguments, parce que effectivement, on est probablement déjà convaincu, si vous êtes là, d'une grande partie de ce qui est évoqué dans ces émissions. On va peut-être pas tous aussi loin, c'est ce que je crois comprendre à travers vos commentaires, que l'inutilité absolue et le non-fondement de croire qu'on a besoin d'un gouvernement pour exister en tant qu'être humain, que si ce gouvernement n'existait pas, ça serait le chaos absolu, que ça sera la loi du plus fort, etc. Tout ce qu'on nous a raconté de notre plus tendre enfance, sans mesurer que en fait, la présence de ce gouvernement crée précisément la plus grande partie de ce que l'on voudrait éviter. Alors, j'espère que cette émission, en tout cas, est une source, comment dirais-je, d'inspiration pour vous. Thierry Borne est aussi oppressé depuis 10 ans, nous dit Avorel Dalton, pour avoir refusé le système des taxes en se mettant à son compte gérant d'un haras. C'est un exemple qui illustre précisément le droit que se donne le gouvernement à prélever des taxes, et si vous ne voulez pas évidemment appliquer la loi, eh bien de vous y contraindre par la force. Alors les exemples sont légion. On connaît plusieurs personnes, je nommais Alice de la chaîne Pourquoi pas, mais il y a évidemment une autre femme médecin dont le nom ne veut pas me revenir. Si vous l'avez posté également ce nom dans le chat, ça c'est des gens qui ont une chaîne YouTube qui permet de les rendre un peu plus visibles, mais je suis persuadé qu'il y a des dizaines de personnes qui réalisent le degré d'oppression dans lequel nous sommes en acceptant d'appliquer des lois iniques au seul motif qu'on nous a demandé de les appliquer.
En tout cas, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous rappelle qu'on va se retrouver dès la semaine prochaine. Alors, vous êtes quand même 14 à 21 h ce soir, ça fait plaisir. Et puis, je constate, et c'est peu de dire que ça nous fait également plaisir, que beaucoup de gens vont voir ces émissions en replay. J'espère que ce soir, il n'y a pas eu d'altération du son à aucun moment. Ça, malheureusement, je ne le découvre qu'après. Évidemment, on va poursuivre le travail engagé la semaine prochaine. Alors, vous voyez que le programme de la semaine prochaine, il est déjà là. On va reprendre le 1er août, donc c'est mardi prochain, et on va vous parler longuement des expériences de 1000 grammes. On va vous parler d'enseigner l'obéissance aveugle, de la fabrication des monstres, des sujets extrêmement graves, hein, c'est peu de le dire. On va vous parler dès mercredi 2 août, donc la semaine prochaine, de la diabolisation de la victime, de ce que signifie le badge, une insigne que vous portez, enfin quelque chose qui indique que vous êtes chargé d'appliquer les lois du gouvernement. Et puis on va évoquer de nobles motifs de mauvaises actions. Et mercredi prochain, donc dans quel jour on est? Jeudi prochain, plutôt dans une semaine, donc le 3 août, eh bien, il y aura une partie 3C, les effets du mythe sur les cibles, des gens qui parfois sont fiers d'être volés, d'autres fiers d'être contrôlés. Voilà pour notre joli programme de la semaine prochaine, les émissions 6, 7 et 8. N'hésitez pas à réécouter les émissions précédentes, à les faire connaître, parce que je pense que la seule chose qui puisse vraiment permettre de changer, entre guillemets, la situation présente dans tout ce qu'elle a d'immoral, c'est peu de le dire, c'est que nous soyons de plus en plus nombreux à partager sans concession ces connaissances qui sont autres, comme l'exprime très bien Marc, Marc Passio, tâché de vous représenter à nouveau la diapositive qui a sauté lors des déconnexions. Je vous rappelle que Marc Passio a cet art oratoire de transmettre en fait ce livre que nous sommes en train de lire d'une manière absolument passionnante, excellente. Donc voilà la playlist qu'on a construite dans quelques instants à l'écran de ces 5 conférences de Marc Passio sur le thème la loi naturelle. Alors Marc Passio, vous l'avez à l'écran, vous voyez, Marc Passio, 5 conférences, s'appelle la loi naturelle. Puis je vous rappelle toute la richesse extraordinaire de son site et cette opportunité qu'il donne à chacun en respectant évidemment un certain nombre de règles d'envoi pour que ça soit gérable par lui-même. Tout un chacun peut lui envoyer un disque, tenez-vous bien, de 2 téraoctets qu'il va remplir de tout ce qu'il a pu collecter comme information, comme vérité, si on peut le dire ainsi, soit sur l'histoire, la géographie, la marche du monde, et j'en passe. Donc, vous pouvez récupérer 2 téraoctets de données, certaines pouvant éventuellement avoir disparu d'Internet à ce jour. Donc, vous voyez, Marc Passio, la loi naturelle, ces conférences ne sont pas sur notre chaîne sur les pas de Pierre-Héléna, mais sur celle de notre, si je peux oser l'appeler comme ça, de notre consoeur Jeanne Traduction, qui fait d'excellentes traductions et qui a besoin évidemment de votre soutien pour continuer ce travail qu'elle met à disposition. Donc, voyez, Marc Passio, la loi naturelle. Alors, tout ce que nous partageons ensemble, eh bien, vous pouvez également l'entendre sous une autre forme. Donc, les 2 émissions se complètent, c'est peu de le dire, de la voix de Marc Passio dans sa version française. Alors, un dernier message avant de se quitter pour ce soir, et puis d'espérer très fort, vous vous en doutez, vous retrouver la semaine prochaine. Alors, merci à Canel de nous remercier. Pensez pour Julien Assange, merci de rappeler encore et encore, c'est très important de le rappeler. Merci Pierre, le son était bon, occupez-vous bien de vos douces abeilles. Rien ni personne, je vois que certains connaissent nos petits secrets, notre passion actuelle pour, plutôt nouvelle, hein, parce qu'elle va durer vraisemblablement, j'espère. Rien ni personne n'est au-dessus des lois naturelles. Merci pour ces rappels absolument essentiels, quoi. Alors, voilà. Écoutez, on va se donner rendez-vous donc la semaine prochaine avec ce programme bien passionnant que je viens de vous montrer
juste avant de fermer la diapositive. Merci Erwin, merci Canel, merci Averell, merci Benjamin et merci une personne qui nous a rejoint en tout début d'émission. Merci Tatiana d'avoir été parmi nous ce soir. À tout bientôt. C'est pas encore tout à fait le week-end, mais ça s'approche. Alors passez un excellent week-end et on se retrouve dès mardi pour la suite de nos émissions. Excellente soirée à vous toutes et à vous tous et à tout bientôt. Merci d'avoir été avec nous ce soir.